Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de poésie et de Max-Paul Fouché, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Adeline Baldacchino. Adeline Baldacchino, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vous venez de publier un excellent livre, aux éditions Michelin, intitulé Max-Paul Fouché, Le feu, la flamme, une rencontre. Pourquoi spécialement une rencontre, Adeline? Alors, c'est une très belle question, une très bonne question. C'est parce que j'ai tenté, après l'avoir écrit finalement, de savoir ce qu'était ce livre, qui a été un livre avant d'être l'histoire de Max-Paul Fouché, avant d'être une biographie finalement, une aventure un peu personnelle. Oui. Et réfléchissant à cette question, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas tout à fait, ça n'est pas un roman biographique ni un roman autobiographique. Ça n'est certainement pas une enquête académique comme on aurait pu l'imaginer sur un personnage qui a beaucoup compté, sur lequel il n'existait pas de biographie. Et en fait, c'est, je crois, une tentative d'entremêler les raisons qui font qu'on peut s'attacher à un personnage, à une figure, à un homme, et en même temps un fil rouge biographique que j'ai préservé tout au long du livre. Tout à fait. Donc, vous suivez quand même dans le livre le parcours impressionnant de Max-Paul Fouché, donc poète, écrivain, résistant, plus tard homme de radio, de télévision, n'est-ce pas? Et donc, Max-Paul Fouché naît dans le nord de la France en 1913, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est ce qui rend la rencontre, justement, très improbable, parce que Max-Paul Fouché est né en 1913, il va disparaître en 1980, je suis née 2 années après sa disparition, et donc c'est un personnage dont je ne connaissais au fond rien avant un jour, par les hasards de la vie, de le rencontrer malgré tout. Et 1913-1980, c'est vraiment un destin dans le siècle. Le destin d'un écrivain, c'est, je crois, ce qu'il avait rêvé d'être et ce qu'il a été. Il a une très belle poésie qu'on trouve toujours chez Actes Sud. Et puis c'est le destin aussi d'un homme de conviction, de résistance qui crée la revue Fontaine. Et le destin, et c'est ça qui rend passionnant, c'est l'ensemble de ces différents fils qu'il arrive à tenir en même temps, le destin d'un homme de médias et de communication. Tout à fait. Et donc, Max-Paul Fouché se retrouve en Algérie. Oui. Alors Max-Paul Fouché se retrouve en Algérie de façon, là encore, improbable. Ça va être le mot-clé du jour. Il est né en 1913 en Normandie. Rien n'aurait dû effectivement l'amener vers le sud. Et puis ce qui se passe, c'est que son papa, Paul Hubert Fouché, avait été gazé sur un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était brancardier, donc en allant sauver des blessés allemands d'ailleurs sur le champ de bataille. Alors qu'il était évidemment du côté français, mais voilà, il considérait déjà que la fraternité humaine n'avait pas de limite. Et parce qu'il était malade, parce qu'il avait des problèmes de poumons, on lui conseille d'aller s'installer dans un endroit où le climat sera plus favorable, où il y a du soleil, où l'air sera meilleur. Et puis, il se retrouve en 1923 en Algérie. Max-Paul a 10 ans. Il ne connaît pas grand-chose à cet univers-là. Il a des images un peu étranges dans la tête. Sa maman, je le raconte, croit qu'il y a des lions qui errent dans les faubourgs d'Alger. C'est très amusant. Et en fait, il va à Alger faire toute sa scolarité, rencontrer un pays, un peuple, une histoire, et Albert Camus, évidemment. Tout à fait, mais ce territoire, cette terre de soleil, lui plaît beaucoup et tout de suite, il s'y plaît quand même. Il fait corps avec la terre et les habitants aussi. Il y est très heureux et je vais vous faire une confidence d'ailleurs, c'est que ce livre a porté un premier titre avant de s'appeler Le feu, la flamme. Et le premier titre que j'avais voulu lui donner, c'était « Et que nous sommes la mer ». Qui en fait est un morceau d'un vers du poète persan Attar du XIIe siècle. Tout à fait. Et je voulais parler de la mer avant d'avoir parlé finalement du feu et de la flamme pour d'autres raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Parce que justement la mer, c'est ce qui va baigner à la fois l'enfance et l'imaginaire de Max-Paul Fouché grâce à l'Algérie. Ça compte beaucoup dans sa formation intellectuelle. Il raconte des promenades sur le chemin de la Beaux-Aréas, sur les hauteurs d'Alger, avec Camus. Évidemment, il n'y a pas que la mer, il y a, comme vous le disiez, bien sûr. peuple. En tout cas, ce pays va le marquer
très fort. Donc il dira plus tard, par exemple, vous l'écrivez dans le livre, mes veines sont demeurées sinueuses comme les chemins de la Bouzerea vers la mer. Bouzerea est un quartier sur les hauteurs d'Alger. À cette époque, il était encore assez vierge, ce quartier. Donc il a été marqué par ce pays. Et puis il rencontre plein de gens intéressants et la littérature va les rassembler. C'est le cas d'Albert Camus. Absolument, absolument, parce qu'ils sont dans le même lycée. Alors ils parlent ensemble d'auteurs qui les passionnent, qui m'ont passionné aussi au même âge. Nietzsche, Dostoïevski. Il rencontre donc le monde intellectuel algérois, très très riche évidemment à cette époque, et puis cette amitié extraordinaire se noue avec Camus parce que tous les deux rêvent de faire œuvre. Ils ont cette volonté absolue de créer quelque chose, et de créer quelque chose qui ne soit pas seulement de l'ordre de la littérature ou de la poésie au sens des mots, mais qui puissent contribuer à changer le monde. C'est un peu ce que Camus développera dans son discours quand il reçoit le prix Nobel en 57, ou ce que Saint John Père dira plus tard aussi. C'est que la poésie a partie liée avec une forme de résistance et d'envie d'agir aussi sur le monde. Parce que Camus et Fouché, quand ils se promènent en Algérie, ils voient des scènes d'injustice terribles à cette époque-là, qui les marquent à vie et qui, évidemment, invitent à l'engagement. Vous racontez justement une scène tragique où les deux hommes très jeunes sont touchés effectivement. Il y a un accident, donc il y a un Algérien qui est écrasé. On ne peut pas lui porter secours, n'est-ce pas? Oui, c'est sur les hauteurs de la ville. Tout à fait, c'est sur les hauteurs de la ville. Ils sont tous les deux, ils marchent, ils voient un attroupement. Il y a un petit garçon musulman qui a été blessé par une voiture qui était passée très vite. Les gens ne savent pas quoi faire, pas comment l'aider, il est peut-être trop tard, on ne connaît pas exactement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait que Camus à ce moment-là se retourne vers Camus et lui dit mais tu vois, il ne fait rien. Et au fond, c'est déjà un peu la notion de l'absurde, l'idée qu'il y a une forme d'injustice terrible et que seul l'homme est capable peut-être d'agir, mais c'est toujours le fameux Sisyphe qui monte son rocher, puis le rocher retombe, et puis il faut recommencer à tenter d'agir sur le monde parce qu'on ne sait pas si quelque chose d'autre, si une autre forme de transcendance peut agir à notre place. Et en tout cas, les cas, Camus et Max-Paul Fouché ne le croient probablement pas. Tout à fait, mais en 1933, les deux amis vont être séparés par une femme, c'est Simone Hillet, donc qui était la compagne de Max-Paul Fouché, dont Camus va s'éprendre et qu'il va même épouser, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est le premier amour de Max-Paul Fouché, il l'a rencontré probablement en 1930 ou 1931. J'ai eu accès au carnet intime, aux journaux de Max-Paul Fouché. Alors c'est extraordinaire. Chance, hein? Ah, c'était une chance extraordinaire. C'était aussi étonnant parce que ce sont des carnets qu'on a retrouvés très récemment, finalement, un peu par hasard, chez un bouquiniste parisien. Et ce sont les carnets de ces années-là, des années d'avant la Seconde Guerre mondiale, de l'amitié avec Camus et des premières histoires d'amour. Et alors on voit un jeune Max-Paul Fouché complètement passionné par cette femme qui est un petit peu la femme fatale, un peu la femme dangereuse, qui joue le jeu de la séduction à la fois avec Max-Paul Fouché et avec ses amis. Alors justement, Camus va effectivement en profiter parce que Max-Paul Fouché a créé la section des jeunesses socialistes d'Algérie et il se promène beaucoup dans l'arrière-pays. Il n'est pas tout le temps là. Et pendant ce temps-là, se noue une relation entre Camus et cette jeune femme, Simone Hillet, qui va devenir la première épouse de Camus. Mais auparavant, quand même, Max-Paul Fouché est venu à Paris avec Simone. Ils ont passé des moments à découvrir cette capitale, Paris, ses musées, ses manifestations culturelles, n'est-ce pas? Oui, absolument. On déchiffre bien là la naissance d'un enthousiasme à découvrir qu'il va garder toute sa vie et aussi d'une envie, d'une passion de communiquer. Il aime d'abord être accompagné quand il va visiter les expositions, va au théâtre, etc. Et puis il aime le raconter. Alors il commence à s'exercer à le raconter dans ses carnets. Plus tard, ça sera dans des critiques, plus tard, ça sera devant la télévision, devant les micros. Mais c'est peut-être là que ça commence, oui. Tout à fait. Et puis, avant cela, Max-Paul Fouché va perdre son père. Oui, alors ça, effectivement, c'est
C'est un moment compliqué à définir dans la biographie de Max-Paul Fouché parce qu'il en parle assez peu, mais il le dit clairement. Ça renvoie peut-être à ce moment avec Camus où Camus doute de l'existence d'un dieu. Pour Max-Paul Fouché, ce moment-là, c'est peut-être 1929. Il a 16 ans et son père finit par succomber à la maladie des poumons qu'il avait amené en Algérie. Et là, Max Paul s'interroge vraiment sur beaucoup de choses. Il s'interroge à la fois sur la relation avec les Allemands, et c'est un point important à garder en tête parce qu'il y aura la Seconde Guerre mondiale qui va venir après. Max Paul a toujours été très clair, il est toujours du côté de la résistance, mais son père, avant de mourir, lui dit attention, ce ne sont pas les Allemands en tant qu'hommes au fond que tu dois haïr. C'est ceux qui font le mal, qui ne sont pas nécessairement tous les Allemands. Ne confonds pas. Il lui dit avec exactement. Les Allemands. Alors évidemment, c'est anachronique. Il lui dit ça en 1929. Il ne lui dit pas sous cette forme-là, puisque la Seconde Guerre n'est pas arrivée. Mais c'est la leçon que Max Paul retiendra et qui lui permettra, et toujours dans une parfaite clarté, mais pendant la période de Fontaine et de la Résistance, de bien distinguer la politique et de l'autre côté une forme de fraternité qui transcende totalement à la fois les religions, les nationalités, etc. Tout à fait, mais en lisant votre livre, on sent que Max-Paul Fouché sent que les choses difficiles pointent à l'horizon. Hein. Il est même acculé, semble-t-il, à parler de fascisme de gauche comme réaction à ce qui va venir. Ce qui va arriver. C'est un épisode compliqué. Il m'a amené moi-même à m'interroger sur ce que veut dire la notion d'engagement et puis aussi sur le personnage qui était Max-Paul Fouché. Parce que quand on lit effectivement certaines pages de son carnet où il est tenté par ça, il le dit, je suis tenté par une forme de fascisme de gauche. Alors, c'est très compliqué à expliquer, j'essaye de le faire un petit peu dans le livre. Il voit venir ces grands mouvements terribles que sont le nazisme. Il voit venir ces figures terribles du fascisme, de Mussolini, etc. Et il se demande comment résister face à ça. Et il est tenté à un moment donné par une chose qui serait la figure de l'homme charismatique. Il faudrait quelqu'un capable de résister à Hitler et à Mussolini. Et au fond, ça devrait être quelqu'un d'aussi fort. Et puis en fait, c'est impossible. Il s'en rend très vite compte parce que justement, la démocratie, l'humanisme ne résiste pas par les mêmes moyens, bien évidemment. Peut-être qu'il va trouver la solution dans la poésie et donc dans tout ce qu'il pourra écrire et aider les autres à écrire. Et donc, ça sera la revue Fontaine. Alors peut-être, effectivement, c'est un très bon cheminement quand on essaye de le reconstituer, parce qu'il y a un numéro de cette revue Fontaine qu'il crée donc en 1939. Il y a un numéro qui arrive un petit peu plus tard et qui va s'appeler « De la poésie comme exercice spirituel ». Et au fond, l'idée qu'il défend, c'est peut-être que par les armes de l'esprit, de l'écriture, de la création littéraire et artistique, on peut et on doit faire passer des messages qui concernent le réel, le monde dans lequel on vit. Très vite, très clairement, il écrit des éditoriaux magnifiques. Ça s'appelle d'abord Une seule patrie, dès 1940, puis De la République comme volonté, comme imagination, et Nous ne sommes pas vaincus. Il considère que finalement l'armistice, le pétainisme ne peuvent en aucun cas constituer la fin de l'histoire de l'esprit français qui, lui, est là, sous-jacent, continue à résister et qui va l'amener finalement, peut-être pas au gaullisme, mais en tous les cas très clairement à la résistance, à publier des poètes, à continuer de publier des poètes, y compris des poètes juifs, y compris ceux qui vont disparaître tragiquement dans des camps de concentration, comme Max Jacob, comme Benjamin Fontaine, etc. Il ne renonce jamais à cet impératif-là de liberté. Et puis déjà, à ce moment-là, il est assez pluraliste, assez tolérant, y compris dans ses revues, il y a des poètes musulmans aussi. Toujours, c'est une de ses grandes
grande ligne directrice pour la revue Fontaine. Elle n'est pas en Algérie par hasard. Elle veut s'inscrire dans le paysage intellectuel algérien et donner à lire les grands poètes arabes, les grands poètes, les mystiques, des mystiques soufis, des poètes irakiens, des poètes libanais, de la poésie populaire algérienne aussi, qui est presque donnée à lire pour la première fois d'ailleurs à cette époque-là. Il a des amis à l'université d'Alger qui traduisent quand il le faut, et il entretient complètement cet esprit de pluralité, y compris en allant chercher ensuite au-delà les Anglais, les Américains, l'Amérique du Sud. Il a envie d'atteindre, il vise une forme d'universalisme. Et il a aussi enseigné à la Madersa, Ouais. Donc il a enseigné entre autres, vous le dites dans le livre, Mestafa Lashraf, qui est devenu Oui. ministre de l'Éducation en Algérie Oui, de oui. 1977 à 1979. Oui, absolument. Donc il avait cette ouverture d'esprit, Oui. cette façon d'aborder tous les habitants de l'Afrique du Nord à ce moment-là, de l'Algérie en particulier, n'est-ce pas? Complètement. Il s'entourait aussi d'une équipe qui était une équipe qui justement devait intégrer le plus de points de vue possible, la diversité des origines, des vocations, etc. C'est vraiment un point directeur dans sa manière d'agir pour la création Et poétique. puis on sent qu'il aime ce pays puisqu'il va d'un coin à un autre. Et vous écrivez dans le livre qu'en février 1933, ils se rend à Dra el-Mizan et c'est là qu'est née votre arrière-grand-mère. Oui, absolument. Dra el-Mizan, c'est en Ouais. Kabylie. Ouais. Alors c'est un autre exemple de ces phénomènes que j'essaye d'appeler de hasard objectif, c'est-à-dire le hasard qui peut-être n'en est pas un et qui fait qu'à un moment donné, je vais avoir envie de raconter cette vie. Et parmi cette somme de petits hasards, il y a des lieux géographiques comme ça. Il y a évidemment l'Algérie, il y a aussi l'Iran, il y a aussi d'autres endroits. Tout à Mais fait. l'Algérie, il y a Dra el-Mizan. Et effectivement, la maman de ma grand-mère paternelle est née là-bas. J'ai cet acte de naissance et donc ça fait partie de mon imaginaire, évidemment de mes racines aussi. Et C'est retrouver une autre ça, rencontre, puisque vous dites que le livre, c'est une rencontre. Donc, Oui. c'est aussi une rencontre dans la rencontre. Oui, peut-être. C'est peut-être aussi ce livre une forme de lettre ouverte, de lettre écrite à Max-Paul Fauché Oui. et à ses lecteurs, à ceux qui l'ont aimé à un moment donné parce que par la télévision, il leur a transmis des choses. Voilà, c'est une manière de raconter une histoire en tentant de comprendre ce qui la raccroche à la mienne. C'est un exercice un peu narcissique, je l'avoue, mais peut-être que c'est le jeu de la biographie. Ce n'est pas grave, c'est aussi de la création. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous placez 3 interludes qui sont magnifiques. C'est de la poésie pure. Merci beaucoup. Je vous en prie, non, vous parlez de l'amour, de la mer. La mer Oui. est omniprésente dans ces C'est vrai, textes. oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, encore une autre confidence, peut-être que ce livre, et peut-être que le choix de Max-Paul Fauché était une manière de prétexte à faire de la poésie. Et j'ai même un ami qui m'a dit « Mais tu as fait de la poésie par effraction ». Et il n'a pas tort, votre ami. C'est Oui. peut-être effectivement ce que j'ai voulu faire. Tout vient, en ce qui me concerne, dans mon désir d'écrire, tout vient probablement de la poésie, et encore une fois de cette poésie conçue dans le sens qu'on a dit, qui n'est pas seulement un jeu avec les mots, Bien sûr. mais qui parle de choses plus profondes et au fond plus essentielles. Et j'ai tenté par trois textes qui effectivement ont été écrits pas tout à fait au même moment que les autres, mais qui, je crois, je l'espère, s'intègrent finalement dans le livre, de laisser transpercer un peu de cette passion-là. Tout à fait, il s'intègre très bien dans le livre. Je parlais tout à l'heure de la mère, et la mère va prendre la femme de Max-Paul Fauché en 1942. Oui, oui. Alors, voilà encore un épisode qui relève presque de la légende et de la mythologie. Oui. Et c'est ce qui est intéressant dans le parcours de cet homme-là. Max-Paul Fauché a rencontré une femme qui s'appelle Jeanne Girardi à la fin des années 30. Il l'épouse et c'est au moment à peu près où il crée la revue Fontaine. Ils sont amoureux, mais c'est une relation compliquée, comme le sont peut-être toutes les relations amoureuses. Puis il se passe cet épisode très étrange. Jeanne Girardi doit prendre le bateau pour aller jusqu'à Marseille.
c'est un bateau qui porte un nom bien connu à Alger. Il s'appelle le gouverneur général Lamoricière, qui est un nom propre. Tout à fait. Mais quand le bateau s'éloigne du quai avec Jeanne à son bord, Maxwell a une sorte de vision et au lieu de voir le nom propre Lamoricière, il voit s'inscrire devant ses yeux, c'est ce qu'il raconte après coup, il voit s'inscrire les mots « la mort, ici, air ». Et il a une sorte de prémonition un peu fulgurante, un malaise, quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, quelques jours plus tard, pendant la traversée, on l'appelle une nuit et on lui dit que le bateau vient de faire naufrage au large des Baléares. Et Jeanne ne reviendra pas. Vous dites dans le livre qu'il y a eu des survivants de son naufrage, oui. Mais Max-Paul Fouché n'essaye même pas de voir si sa femme fait partie des survivants. Oui. Il est quasiment sûr qu'elle est morte. Il est certain. Et il l'est d'autant plus qu'il vient d'écrire, dans les semaines qui ont précédé cette disparition, une série de textes qu'il va d'ailleurs publier ensuite, qui s'appelle « Les limites de l'amour », et dans lesquels, au fond, reviennent toujours ces personnages-là, que sont la femme aimée, et puis l'amour, et puis la mère, et puis la mort. Et il se rend compte qu'au fond, il avait peut-être pressenti cette chose inouïe et à laquelle il ne voulait pas croire, et il cesse d'espérer avant même d'avoir la nouvelle définitive. C'est incroyable. Est-ce que cette disparition, la disparition de Jane, sa femme, est-ce que ça va le marquer durablement? Oui, c'est certain. C'est certain, ça le marque durablement à la fois parce que ça vient confirmer son intuition initiale selon laquelle, par la poésie, on devine peut-être des choses que la raison ne nous aurait pas permis d'approcher. Et cette intuition-là, qui est très forte, il va passer peut-être sa vie à la poursuivre, à la creuser, en donnant la parole lorsqu'il écrit des textes à son inconscient, en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière le poème. Et c'est peut-être l'explication de ce titre finalement, le feu, la flamme. Pour lui, le poème, c'est la braise, et la braise, c'est ce qui reste du feu et de la flamme. Et c'est une sorte de trace de quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait pas déchiffrer. Et ça renvoie probablement toujours dans son imaginaire, dans son écriture, à cet événement terrible, à cette disparition qu'il voyait venir tout en n'y croyant pas. Tout à fait. Et cette année sera aussi terrible à bien des égards. Ça sera la solution finale. Hein, oui, 42, je dis dans le livre que je n'aime pas l'année 1942. Il y a comme ça des années dont on se dit qu'elles auraient dû ne pas exister. 1942, c'est évidemment le moment où va être mise en œuvre la solution finale qui va aboutir à 6 millions de juifs, de tziganes, d'opposants gazés en Allemagne, en Pologne, etc. C'est une année clé aussi, une année de tournant dans la guerre, puisque c'est en novembre 42 que va se dérouler l'opération Torch, j'en parle un petit peu, par laquelle des Américains vont débarquer en Algérie et aidés sur place par un commando de juifs algériens, d'ailleurs en grande partie, va ramener l'Algérie vers la France libre. Et Max-Paul joue un petit rôle dans cette histoire. Vous le racontez effectivement un petit peu dans le livre. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On profite à chaque fois qu'il y a une perche. On revient donc au débat avec l'écrivain Adeline Baldacchino qui vient de publier, je me répète, un excellent livre, Max-Paul Fouché, Le feu, la flamme, une rencontre aux éditions Michalon. Et donc nous disions tout à l'heure qu'effectivement il y a ce débarquement des Américains et puis même De Gaulle arrive à Alger le 30 mai 1943. Il y forme donc le Comité français de libération nationale et Max-Paul Fouché reste un peu distant du général de Gaulle, n'est-ce pas? Oui, en réalité c'est une rencontre un peu manquée, c'est étrange.
Maxwell Fouché n'a pas entendu l'appel du 18 juin 40. Il est entré en résistance par la résistance littéraire, par la revue Fontaine qui publie malgré la censure, on l'a dit, etc. Puis évidemment, il va rejoindre la France Libre. Il a d'ailleurs son béret de correspondant de guerre. Il est donc complètement pris dans ce mouvement, mais en même temps, il n'a pas de fascination pour la figure de Gaulle parce qu'il a une forme de crainte qui est peut-être celle qu'il éprouve vis-à-vis des militaires en général et d'une certaine tentation autoritaire. Et donc, voilà, il y a admiration, mais jamais tout à fait fascination. Ils vont se côtoyer, Maxwell Fouché et le général de Gaulle, sans jamais aller beaucoup plus loin. Et puis donc, la guerre va se terminer. Et donc, Max-Paul Fouché sera toujours avec ses écritures. Il va beaucoup voyager, n'est-ce pas? Oui. Alors, les années d'après-guerre, ce sont des années qui changent complètement la manière d'être au monde de Max-Paul Fouché. Il commence à parcourir le monde. Et ça, c'est évidemment une autre manière d'être curieux. Ça n'est plus seulement à travers les livres, c'est à travers des rencontres, des paysages, des gens, des cultures. Et il aime approfondir. Alors il va écrire une dizaine de livres sur tous les endroits du monde qu'il visite, sur l'Afrique, sur l'Amérique centrale, sur le Mexique, sur l'Inde, sur la Nubie, l'Égypte, etc. Et en plus, il va se mettre à un nouvel art, il rajoute une corde à son arc, c'est la photographie. La photo, oui. Voilà. Alors, les photographies de Maxwell Fouché sont assez marquantes. Il y a d'ailleurs régulièrement des expositions qui les reprennent. Et on voit bien qu'il cherche toujours à inscrire des portraits dans un paysage qui soit à la fois symbolique de toute une culture, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière l'art érotique des Indes quand il va visiter les temples de Khajuraho, ou ce qu'il y a derrière les statues des dieux égyptiens quand il est en Nubie. Mais en même temps, il veut comprendre la relation que le peuple qui vit toujours sur ces terres entretient avec son histoire. C'est ce qui rend ces moments volés, ces moments fugitifs, tout à fait passionnant. Tout à fait. Après, il devient quand même un grand homme des médias, principalement à la télé, puisqu'il commence déjà à faire de la télé en 1953, c'est ça? Oui, en fait, il fait partie des grands pionniers de la télévision française, avec Pierre Desgroupes, avec Dumayet. Il fait partie de l'équipe de Lecture pour tous. Et il commence à ce moment-là à faire très régulièrement des chroniques, d'abord des chroniques littéraires, mais ensuite des chroniques qui concernent la vie des idées en général et les arts. Alors, il va ensuite avoir une émission qui s'appelle Terre des Arts. C'est des formats d'1 heure à peu près. Il part sur le terrain. Il réalise 1 heure, par exemple, sur l'Iran, extraordinaire, qu'on peut regarder encore aujourd'hui. Deux films sur l'Afrique noire. Voilà. Donc, il s'intéresse beaucoup à l'archéologie, à l'ethnologie. Et puis, il a Le fil de la vie, qui, dans les années 60, est une émission d'un format un peu particulier, 10 minutes face à l'écran, et il parle de thèmes qui l'intéressent, qui l'interpellent. Alors évidemment, il parle de l'Algérie, par exemple. Oui, il parle de beaucoup de sujets. Auparavant, vous le disiez, donc, il faisait des chroniques sur des écrivains de tous les horizons aussi, hein, des écrivains des 4 coins du monde. Absolument. Encore une fois, son ouverture. Oui, hein. Son ouverture parce il fait découvrir un certain nombre d'auteurs étrangers, il fait des préfaces. Par exemple, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, c'est lui qui va faire une préface assez marquante sur ce sujet. Donc, il apporte un éclairage évidemment culturel et il ne se prive jamais d'aller plus loin. Par exemple, il va se prononcer sur la peine de mort. Il va se prononcer sur la guerre d'Algérie à travers une chronique qui s'appelle Algérie, notre conscience, qui est très belle, de lucidité, de force. Il touche donc à tous les domaines de la connaissance parce qu'il est persuadé, et c'est une belle formule, qu'un touche-à-tout, c'est quelqu'un que tout touche. Tout à fait, tout à fait. Et puis, vous racontez une histoire un peu intéressante dans la mesure où il y a un positionnement, vous le dites, ambigu par rapport à Solzhenitsyn. Tout comme il salue un de ses livres. Et donc, pour les histoires de Goulag, il est un peu réticent. Alors, oui, parce que Maxwell Fouché, c'est quelqu'un qui dit « Mes positions politiques sont avant tout des positions lyriques ».
C'est la formule qu'il emploie. Ce qui veut dire qu'il a des convictions claires, c'est un homme de gauche, mais ça n'est jamais un partisan au sens dogmatique. Ce n'est pas un compagnon de route, par exemple, au sens classique du communisme, au sens sartrien, par exemple. Oui, oui. C'est quelqu'un qui aime juger sur pièce et qui est toujours un petit peu dans le doute. Alors, ce qui se passe au moment de Solzhenitsyn, c'est un peu compliqué. Il admire Solzhenitsyn. Il a parlé de son livre qui précède l'archipel du Goulag en disant que c'était le premier à avoir le courage de dénoncer les camps soviétiques. Mais au moment où ça sort, il est un peu partagé parce que c'est aussi le moment où se monte le programme commun de la gauche et il se demande si la communication médiatique autour de l'archipel du Goulag ne sert pas aussi finalement à décrédibiliser ce front commun de la gauche. Et donc il est un peu ambigu dans ses positions. Il a peut-être peur de se faire manipuler? Il a peur de ça, sans doute. Il a peur de ça et comme il doute, il préfère parfois se laisser un petit peu le temps de la réflexion. Il se trompe. Et à l'évidence, ce jour-là, dans cette émission, chez Bernard Pivot dans Apostrophe, lorsqu'il critique Solzhenitsyn en se demandant si ce qu'on raconte dans ce livre est bien vrai, il se trompe à l'évidence. C'est clair. Mais voilà, il est à ce moment-là où il se demande si au fond il n'est pas dans la manipulation. Il s'est trompé, c'est clair, avec le recul de l'histoire. Oui, ce n'est pas aussi grave que ça. De toute façon, il va un peu se rattraper en mai 68 où il prend part à la révolte. Oui, absolument, parce que évidemment, ces rêves d'action ne sont pas complètement morts. Alors, c'est pas évidemment le même homme. En 68, Max-Paul Fouché n'est plus le jeune homme de 30 ans qui créait la revue Fontaine. Mais il a encore un livre à écrire, il va l'écrire un petit peu plus tard, La Révolution de Santa Cruz, qui parle de ça, de la volonté de s'engager. Et puis alors surtout, il se fait interpeller par des étudiants alors qu'il est au fait finalement de la célébrité télévisuelle, des étudiants qui lui disent « mais enfin, que fais-tu toi au nom de cette liberté-là et de nos rêves ?» Et il va effectivement être extrêmement actif au sein de l'ORTF à l'époque et de la télévision et du syndicat des producteurs pour réclamer plus de liberté à la télévision. Mais il va le payer cher plus tard. Il sera licencié de la télévision. Oui, il disparaît à peu près, pas tout à fait, il y reviendra ponctuellement. Il y revient quand même. Voilà, il y revient ponctuellement, mais il n'aura plus d'émissions à la télévision, plus d'émissions quotidiennes ou hebdomadaires, plus jamais à un tel rythme après 68, parce qu'il est éloigné évidemment par le pouvoir qu'il a trouvé un petit peu dangereux. Est-ce que ça lui donne à ce moment-là le temps d'écrire? Sans doute. C'est sans doute une des raisons qui lui permet de concrétiser enfin son rêve, qui est d'écrire un roman, un grand roman, qui s'appelle La rencontre de Santa Cruz. Alors, il avait déjà écrit de la poésie. Aux éditions Grasset, je crois, c'est ça? Aux éditions Grasset, toujours disponible aujourd'hui. Oui. Il avait déjà écrit des nouvelles, il a écrit de nombreux recueils de nouvelles, il avait écrit de la poésie, mais il n'avait pas écrit ce roman-là qu'il rêvait d'écrire. Ça va être La rencontre de Santa Cruz, ça se passe en Amérique du Sud, et c'est vraiment l'interrogation d'un intellectuel qui se demande si on peut ou non faire la révolution et quelles en sont les conséquences. Et au final, est-ce que ce livre a eu du succès? Il a eu un succès relatif, semble-t-il? Il a un succès relatif. C'est un livre qui se vend parce que Max-Paul Fouché est très connu. Bien sûr. Mais ce n'est pas un livre qui va gagner des prix, par exemple. Et à lire les carnets de Max-Paul, on se rend bien compte qu'il y avait un petit espoir, qu'il s'était dit... Il attendait quand même. Hein. Il attendait. Peut-être qu'on attend toujours. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on attend toujours quand on donne à lire parce qu'on espère atteindre plus de monde. Et puis, Max-Paul Fouché, il avait quand même pris l'habitude de parler à des millions de téléspectateurs. Et le média... écrit, le livre, il atteint nécessairement moins. Il en vend quelques dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui est énorme. Mais ça n'est pas tout à fait la même échelle. Mais oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas la même échelle. Ça le satisfait pas. Et finalement, c'est ce moment où il invente cette formule que j'aime beaucoup parce que je crois elle décrit un phénomène sans doute universel, mais qui est l'écart entre ce que le cœur désire et ce qu'il obtient. Il continue d'avoir des rêves qui vont au-delà de ce qu'il a obtenu et eu, alors qu'on peut considérer objectivement, y compris avec le recul, que c'est une vie passionnante, une vie intéressante. Mais il y manque un petit quelque chose.
Tout à fait, parce que lui-même, en 1937, il disait l'œuvre ou le suicide. Donc, il attachait déjà à ce qu'il nomme œuvre une grande importance dans sa vie. Oui, oui, il a la même approche de la littérature. Il a une approche très classique de la littérature. C'est un peu Victor Hugo écrivant « Je serai Chateaubriand » ou rien. C'est la même chose. Mais lui, il a eu quand même un alter ego. Il a une sorte de miroir un peu étrange dans lequel il se regarde, qui est Camus. Parce qu'évidemment, il ne parle plus à Camus, ou presque, ou seulement de très loin depuis les années 30 et la rupture à cause de l'histoire de Simonier. Et pourtant, il va écrire un bel article quand Camus meurt dans l'accident de voiture. Mais il écrit un très bel article, il en parle à la radio, il en parle à la télévision, il est extrêmement ému et touché, et même, et ça je l'ai redécouvert aussi récemment en allant regarder ses archives, il voulait écrire, et c'est peut-être l'un des derniers projets qu'il a avant de disparaître, il a rêvé d'écrire une biographie de Camus. Et quand on regarde les plans de cette biographie qu'il n'a finalement jamais rédigée, mais pour laquelle il avait un contrat. Il a été payé par les éditions Grasset, il avait un contrat, il a reçu de l'argent, c'est certain, il a présenté des plans, puis il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais quand on regarde les plans, on voit que finalement, il décrit un Camus qui est son Camus à lui, et qui est peut-être au fond moins Camus que celui que Fouché aurait rêvé d'être s'il avait eu le temps, la possibilité de faire œuvre, comme il le dit. Tout à fait. Et donc, vous dites que Max-Paul Fouché avait fait des plans et même pris des notes. Et dans l'une de ces notes, vous dites il pense l'amour de la vie et le désespoir de la vie. C'est un peu contradictoire ou ça va ensemble? Le désespoir et l'amour de la vie. Au fond, ça renvoie au paradoxe permanent à la fois de l'existence et de l'amour. Ça me fait penser aussi à une très jolie formule de Colette, qui est un des écrivains que j'ai beaucoup aimé, et qui parle de l'inestimable douleur d'aimer. C'est un peu la même chose. Au fond, on existe parce qu'on veut être dans l'intensité d'être et dans l'intensité d'aimer, mais cette intensité-là crée aussi la douleur, le désespoir, parce qu'il y a nécessairement l'absence, un jour, il y a la mort, il y a la disparition, et peut-être que l'écriture, c'est une manière de tenter de retenir un peu quelque chose du bonheur ou de l'intensité. C'est une autre formule qui me vient pendant que je parle, de Monterland, qui écrit le problème avec le bonheur, c'est que le bonheur écrit blanc. Il écrit blanc sur les pages et c'est le plus difficile à retenir. Mais j'espère que ça n'est pas vrai. Et justement, l'écriture permet peut-être de garder une trace de tout ce qui, sans elle, aurait existé. Et c'est déjà formidable, mais s'en va tout doucement dans l'ombre. Tout à fait. Et à ce moment-là, donc, Max-Paul Fouché habitait rue de Bièvre, n'est-ce pas? Oui. Alors, Max-Paul Fouché, à ce moment-là, il a deux vies, deux maisons, deux univers. Il y a Paris. Paris, c'est la rue de Bièvre, qu'on connaît évidemment parce que François Mitterrand y a habité à peu près à la même époque. D'ailleurs, ils ont déjà une maison dans la rue, mais ils se croisent à peine ou très peu. Oui. Et puis, il a une maison extraordinaire qui est à Vézelay, qui est une maison médiévale avec une vue sur les paysages du Morvan, dans laquelle il va s'isoler quand il veut écrire. Et cette maison-là, c'est sans doute aussi l'un de ces lieux qui m'ont donné envie d'explorer cette aventure, de parler de lui, parce que j'étais dans ce bureau-là, avec cette fenêtre qui donne sur une sorte de paysage infini, qui invite effectivement à la fois à la méditation et puis à la création. Et donc, cette maison vous a parlé à vous aussi? Je crois. Vous a inspiré? Je crois que oui. Ça me fait penser à... je pense toujours dans cette maison à un proverbe persan que j'aime beaucoup, qui dit que les murs ont des souris. Alors la traduction est pas très bonne évidemment, mais ce serait mieux en persan. Traduire, mais c'est toujours difficile. Mais votre maman est iranienne aussi. Absolument, donc, c'est pour ça. Vous avez cette proximité avec cette culture. Et donc il dit Dival mouche dorade. Oui. Il y a des souris dans les murs et les souris ont des oreilles.
Ah oui. Musham Gush Dorad. C'est ça la formule. Et alors, ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire que les murs parlent. Alors évidemment, ça parle aussi. Bien Ça veut sûr, dire qu'il bien n'y a sûr. aucun secret qui ne peut être gardé. Mais ça veut dire qu'il y a une âme des choses, peut-être une âme de la pierre. C'est la même idée que Nerval depuis très longtemps. On retrouve ça partout dans la poésie. Tout à Que fait. les lieux, les objets, nous parlent et nous invitent à rêver et à réinventer quelque chose autour d'eux. Tout à fait. Et Max Paul Fouché a été très présent dans les endroits de la création. Il a été membre du jury Renaudot. Oui. Il est dans la collection Poètes d'aujourd'hui chez Segers, oui, oui. écrit par Jean Kéval. Et puis donc, semble-t-il, il a aidé Samuel Beckett qui lui dit « Sans vous, j'aurais peut-être cessé d'écrire Oui. C'est extraordinaire. Oui, oui, ça c'est extraordinaire parce que Max Paul, par ses chroniques, par ses préfaces, introduit des auteurs effectivement en France et il raconte comment il croise, alors qu'il commence lui à disparaître, Max Paul Fouché des écrans de télévision, on commence un peu à l'oublier et puis il va chez son tailleur, c'est le même tailleur que Samuel Beckett et il raconte comment, au fond, ça lui remonte le moral, c'est très humain. Il se rend compte que oui, il a servi, il a été là au moment où il fallait parce que Beckett lui dit mais c'est grâce à vous, au fond, que on me lit aujourd'hui dans ce pays. Et évidemment, ça le touche parce que ça touche en lui la fibre de l'homme de communication. Ce qu'il y a de très marquant et qui, je crois, doit encore nous intéresser aujourd'hui, chez Max Paul Fouché et chez d'autres, finalement, c'est un peu un symbole de cette forme-là d'existence qui m'intéresse, c'est la non-indifférence aux choses. Il se passionne et il tente d'expliquer pourquoi il se passionne et de communiquer sur les raisons profondes de l'intérêt que l'on peut trouver à une œuvre d'art, par exemple. Tout à fait. Et puis, il aime beaucoup la vie aussi. Et il continue à vivre très fort, très fortement. Oui. Il a plusieurs campagnes, Oui. n'est-ce pas? Il a une compagne officielle et puis il a une vie amoureuse intense, effectivement. Il a de multiples facettes, il utilise des alibis et des arguments qui lui permettent de passer des soirées chez son éditeur pour filer par la porte de derrière, retrouver des femmes qui comptent pour lui. Il ne s'en cache pas. Dans son journal, il ne le dit évidemment pas Bien très sûr, fort à bien l'époque dans les textes qu'il écrit, mais c'est une facette importante du personnage parce qu'effectivement, là aussi, il continue de croire à l'intensité d'être et d'exister et de chercher partout ce qui, dans la vie, permet de mettre des étincelles et qui vont jusqu'à, évidemment, ces fameuses braises et la flamme poétique. Tout à fait. Et sa dernière campagne, beaucoup plus jeune que lui, le largue un petit peu, n'est-ce pas? Alors, c'est pas très clair. C'est pas très une clair. histoire effectivement pas très claire. Ce sont les carnets des dernières années où on voit apparaître des figures de femmes assez jeunes qu'il aime beaucoup, avec lesquelles il entretient une relation parfois épistolaire, mais aussi très charnelle, c'est clair. Et puis, qui le quittent, qui reviennent, qui repartent. On ne sait jamais tout à fait parce que c'est le jeu. D'ailleurs, ce qui est le plus Bien amusant sûr. dans les carnets de Max Paul, pour tout vous dire, ce sont certaines pages des feuilles volantes que l'on trouve où il fait des listes, parfois écrites en caractère grec, en se disant on ne sait jamais, pour peu que quelqu'un un jour retombe dessus, au moins on ne comprendra pas tout de suite ce dont il s'agit. Et puis alors il a un code couleur où il explique qu'avec certaines femmes, il est allé plus loin qu'avec d'autres. Oui, c'est aussi un bon vivant, on peut le dire. Ça c'est clair. Et puis donc, il n'arrête pas d'écrire, bien sûr, même si à la fin de sa vie, il devient un peu amer, n'est-ce pas? Alors, amer, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, quand j'en parle avec des témoins qui l'ont connu pendant ces dernières années-là, et puis avec sa fille, Marianne Fouché, eh bien, ce qui en ressort, c'est que il est resté très souriant et en tous les cas, en apparence, dans une forme de joie de vivre et même peut-être de sérénité. Il a d'ailleurs un texte très fort qui s'appelle Héraclès, c'est une poésie de conviction, mais qui ne respire jamais l'amertume. C'est plutôt, effectivement, dans ces carnets qu'il laisse passer le doute. Alors, ça n'est pas de l'amertume parce que heureusement, c'est toujours compensé par la passion, par de l'ironie.
Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi. C'est clair, oui. Et donc c'est très beau. Mais on retrouve effectivement une forme de regret de n'être pas allé plus loin dans la création littéraire, qui fait que jusqu'au bout, évidemment, il continue à écrire et à avoir ses projets d'écriture. Peut-être qu'il regrette un peu de n'être pas l'auteur de romans qui comptent. Peut-être. Peut-être. En tout cas, dans ses livres, par exemple, dans Les évidences secrètes, qui est sorti chez Grasset en 1972, il y a quand même ce désir de transmettre, comme s'il sentait que lui ne serait plus de ce monde. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a de ça, parce que dans les dernières nouvelles ou les petites histoires, effectivement, de ces derniers recueils, il y a une présence assez forte, finalement, de la mort ou de la disparition. Il raconte dans un texte cette sensation qu'il a d'être dans une pièce qui se referme peu à peu sur lui et qui va l'étouffer. Et bientôt, il va passer de l'autre côté du miroir, et puis peut-être savoir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, ou peut-être pas. On peut le déchiffrer, peut-être que c'est effectivement avec le recul que l'on lit ça, mais on sent bien qu'on est sur le bord de quelque chose, sur la margelle du puits, sur le fil, et qu'il n'est pas loin de passer de l'autre côté. Donc il quitte ce monde en 1980, je crois. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'œuvre de Max-Paul Fouché est assez reconnue en France? Je crois qu'aujourd'hui, le nom de Max-Paul Fouché et son visage restent familiers à toute une génération qu'il a vu à la télévision, qu'il a entendu à la radio, et qui a même parfois appris à penser et à lire grâce à lui, à travers lui. Le musée du Quai Branly, par exemple, le musée des Arts Premiers à Paris, c'est d'une certaine façon parce qu'il a joué le rôle de mentor pour Jacques Kershage, qui est à l'origine de la création de ce magnifique musée. Tout à fait. Mais en revanche, il est certain que à la fois son œuvre et son parcours d'humaniste, parce qu'ils sont difficilement classables, parce qu'ils touchent à trop de domaines à la fois, font qu'on l'aborde moins, qu'on en parle moins dans les médias, c'est l'évidence, et qu'au fond, il disparaît un petit peu dans l'ombre de Camus. Quand on parle de Camus, parfois on va parler de Max-Paul Fouché, mais pas naturellement. Ça, c'est vrai. Et je crois que il y a pourtant un message et une humanité à la fois dans son œuvre et dans son parcours qui mérite d'être regardé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des événements qui vont commémorer donc, le centenaire de sa naissance? Oui, alors il y en a eu tout au long de l'année 2013, mais principalement c'est vrai dans Lyon, oui. Justement parce que Vézelay est un endroit qui est très marqué par la présence de Max-Paul Fouché. Mais il y a encore des choses. Il va par exemple y avoir à partir du mois de décembre au Camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, près d'Aix-en-Provence, une exposition consacrée au rôle de Max-Paul Fouché dans la résistance, et qui va sans doute montrer d'ailleurs de très belles pièces. Je pense à cette lettre originale d'Éluard, par laquelle il lui transmettait le poème Liberté, qui va d'ailleurs être largué par des avions britanniques sur la France, dans les maquis, où René Char va pouvoir le découvrir. Et donc c'est une exposition qui devrait permettre effectivement de parler et de redécouvrir l'œuvre de Max-Paul Fouché. Vous racontez dans le livre, vous pouvez nous dire un mot sur justement ce poème Liberté, qui a été publié par Fontaine. Oui, absolument. Et Fontaine qui a eu des problèmes avec les autorités à ce moment-là. Oui, Fontaine a toujours des problèmes parce qu'ils passent par la censure et qu'ils doivent arriver à prouver que leurs textes ne sont pas trop subversifs. Alors l'histoire de Liberté est très amusante, toute simple. C'est une litanie, Paul Éluard décrit jusqu'au bout ce qu'est la notion de liberté, mais c'est un poème assez long. Et donc Max-Paul Fouché va dire au censeur, avant qu'il aille jusqu'au bout, eh bien en fait c'est un poème amoureux, ne vous inquiétez pas. Le censeur ne va pas jusqu'au bout, il ne se rend pas compte qu'au bout il n'y a pas le nom d'une femme, mais le nom de la liberté. Tout à fait. Et votre livre, donc Max-Paul Fouché, Le Feu, la Flamme, une rencontre, publié aux éditions Michelin, est à la mémoire de Marcel Chinonis. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce
poète-éditeur. Oui. Alors Marcel Chidoni, c'était le poéditeur, comme il aimait à se décrire, des éditions Clapas, des éditions associatives dans l'Aveyron, qui ont beaucoup fait pour la poésie en général, et qui ont beaucoup compté dans ma formation, dans mon approche de la littérature, effectivement, où j'ai publié quelques recueils de poèmes à la fin au début des années 2000. Et voilà, c'est pour ça. Vous avez publié Les Ombres du Graal en 1999, Parois d'un miroir en 2000 et Voyage de la Sève en 2001. Les titres sont vraiment bien choisis. Alors, votre poésie, Adeline Baldacchino, elle raconte quoi en général? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce que vous voulez dire à travers votre poésie en général? Alors, est-ce que c'est une belle question parce que je me suis souvent demandé, est-ce que la poésie raconte ou doit raconter quelque chose? Je ne sais pas. Et je n'ai pas non plus la réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu longtemps un écart entre ce que j'aimais lire, et j'ai une passion par exemple pour les grands romans et même les plus populaires, pour Jules Verne, pour Alexandre Dumas, pour Balzac. Et je ne suis pas sûre de savoir écrire ce genre de grands romans. Et puis de l'autre côté, il y a le pôle de la poésie et qui va chercher une forme de, j'allais dire de vérité, mais c'est probablement pas le mot. Ce sont plutôt des sentiments, des émotions, par l'intuition, par une forme plus courte et plus ramassée. Alors, de quoi parle cette poésie? Je ne sais pas de tout, de l'amour, du temps qui passe, des choses qui comptent, de la mer aussi. De l'inconnaissable peut-être? Peut-être, de tout ce que l'on n'arrive pas tout à fait à définir directement. Et comment vous est venue l'idée même d'écrire de la poésie? Eh bien, l'idée d'écrire de la poésie n'est pas venue. Au fond, je crois que j'ai commencé à écrire de la poésie sans bien avoir l'idée de ce que je faisais. Mais ça n'est pas tout à fait vrai. Maintenant que j'y pense, il y a quand même effectivement une scène fondatrice, et on a peut-être toujours, et puis quand on remonte, on cherche. Il y a une cour d'école dans un petit village qui s'appelle Volnavez-le-Haut, dans l'Isère, près de Grenoble, où j'habitais. Il y a un cerisier dans la cour de cette école, et le cerisier sera le sujet principal d'un des premiers poèmes que j'écris, parce que j'ai un maître d'école extraordinaire, qui, tous les matins, nous fait lire un poème et doit deviner qui en est l'auteur. Et un jour, j'ai voulu le surprendre, et au lieu de lui lire, comme faisaient tous mes petits camarades, un poème de La Fontaine, ou de Vigny, ou de Lamartine, je me suis dit, tiens, je vais l'écrire moi-même, est-ce qu'il devinera? Est-ce qu'il a deviné? Non. Je ne sais toujours pas. Il m'a dit que non, parce que justement, il m'a donné un nom, je ne sais plus qui, il m'a peut-être dit Lamartine ou autre, parce qu'il a senti que ça me ferait très plaisir, ce qui était vrai. Au fond, je crois qu'il avait deviné. Ah d'accord, donc il a bien joué le jeu. Et quels sont les poètes français qui comptent à vos yeux? Ou qui ont compté? C'est très difficile. Cette question, pour moi, c'est une des plus difficiles. À chaque fois que je me la pose, je me dis comment rassembler tout ce qu'on aime. Il y en a tellement, c'est ça? Il y en a beaucoup. Et surtout, chacun est peut-être lié à un moment de la vie, à une humeur, à des choses qui importent. Alors, il y a des moments où, lisant Aragon, je vais être submergée par la beauté du style, la profondeur des images, etc. Puis il y a d'autres moments où c'est plutôt Rimbaud. Et puis il y a d'autres moments où je vais aller plutôt vers la poésie contemporaine. Alors voilà, je n'arrive pas à avoir de réponse unique, mais celle de Max-Paul Fouché me touche beaucoup. Elle est comment, celle de Max-Paul Fouché? Alors, elle est dans un petit recueil qui porte un très beau nom, qui s'appelle Demeure le secret. Elle est extrêmement simple, lyrique, mais tout à fait compréhensible. Et ça, c'est important, parce qu'elle est un peu comme la poésie de René Guicadou. C'est une poésie qui touche parce qu'elle dit des choses que l'on comprend immédiatement, et elle s'oppose en cela à une autre poésie que j'ai beaucoup aimée aussi, mais qui est très différente, qui va être celle de Mallarmé, par exemple, qui est une poésie plus ésotérique, plus mystérieuse. Max-Paul Fouché, il fait le choix de faire passer le secret à travers les évidences. C'est une belle manière de procéder. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Adeline Baldacchino? On a oublié tant de choses, évidemment. Mais c'est déjà peut-être un très beau moment. Alors, oui, bien sûr. Non, c'est déjà un très beau moment. Merci beaucoup, surtout. Je vous en prie, merci à vous et je vous dis bonne continuation.
Merci encore. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.